Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ils ont osé. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un podcast que j'ai pensé dans le but de mettre en valeur des personnes dont le parcours force l'admiration et qui de ce fait sont source d'inspiration. Et dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir à nouveau le psychologue Antoine Jaouane, avec qui l'on est revenu sur le sujet de la dépendance affective. C'était une fois de plus hyper enrichissant, on apprend à mieux se comprendre l'autre aussi, et à trouver ensemble des pistes vers un mieux-être. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Antoine, ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on appelle la dépendance affective ? C'est quoi concrètement la dépendance affective ? La dépendance affective, déjà bonjour, et la dépendance affective, pour faire très simple et donc très convenu, et on rentrera dans le détail je pense un peu plus après, c'est quand vous allez faire passer l'intégralité de vos besoins de la personne avant vous-même. Et aussi, vous allez entièrement vous reposer sur la personne pour un certain nombre de choses. Ça peut être la motivation, tout ce qui est de l'ordre du cognitif, tout ce qui est de l'ordre du comportement. Voilà. On va dire que pour l'instant, ça reste une définition très générale. Et du coup, la dépendance affective, ça touche uniquement les relations de couple ou c'est également dans une amitié, avec un parent, dans d'autres types de relations ? Alors, il faut savoir que la dépendance affective, déjà, on y est tous soumis. C'est-à-dire, on l'a tous à des degrés différents. Mais on a tous à un moment besoin de l'autre, et besoin de l'autre aussi du point de vue affectif. Pour rentrer un peu plus dans le sujet de la dépendance, j'aime bien remonter à l'étymologie. Je sais pas si c'est un truc que vous faites souvent. Mais la dépendance, ça vient quand même... donc c'est un concept qui, vraiment, on a étudié dans les années 70. Et en fait, littéralement, en étymologie, ça veut dire dépendre. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un qui est pendu et vous enlevez ça de la pendaison. Ouais. Alors, c'est hautement péjoratif, mais en fait, ça veut aussi dire nouer un lien avec. Voilà. Donc, on a tous besoin de liens. Que ce soit les liens parentaux, que ce soit les liens amoureux, amicaux, professionnels, on a tous besoin de liens. Et on en a tous. Maintenant, il y a une dépendance affective. Quand on le catégorise comme ça, trouble de la personnalité dépendant affectif, donc ça c'est vraiment en psychologie. Okay. Ça c'est un trouble qui touche 0,3 à 7% de la population mondiale. Et en fait, donc, le problème c'est quand ça devient cette dépendance pathologique. Oui. Et alors là, du coup, si tu me lances sur le sujet de soi et de l'autre, et de la relation, de ce qui se joue quand on est dépendant affectif, on n'est pas obligé de la définir, on peut directement passer à la relation à l'autre. Imaginez par exemple une personne qui est très dépendante affective, c'est-à-dire elle se repose entièrement sur l'autre, au point de s'oublier elle-même. Là, ce qui va se passer, c'est que du coup, on met l'autre dans une position où il a totalement le pouvoir sur nous. Ouais. Donc, c'est pas forcément une personne qui était dans une situation d'abus au départ, mais comme on lui en donne la possibilité, ça peut s'exprimer par la suite. Et ça peut s'exprimer d'autant plus que parfois, il y a une incompréhension qui se joue dans la relation. Et donc, du coup, la personne qui n'est pas dépendante affective en profite et au bout d'un moment est violente pour que la personne puisse en sortir. Est violente psychologiquement, affectivement, émotionnellement ou physiquement. Je dis pas que toutes les personnes violentes sont... Enfin, toutes les victimes de violence sont dépendantes affectives. Encore une fois, voilà, c'est une nuance. C'est quoi les signes de la dépendance affective ? Comment on la reconnaît ? Alors, il y a plein de critères DSM qui ont été établis, mais je vais revenir sur... En gros, il y a des grandes variables qui peuvent être... abordé, déjà du point de vue motivationnel. C'est-à-dire si vous avez besoin de l'autre pour pouvoir déclencher la motivation en vous, là, vous pouvez vous dire que vous cochez une belle case. Ensuite, il y a tout ce qui est cognitif. Si, pour me définir moi-même, dans mon estime, dans ma confiance, etc., j'ai systématiquement et de façon... si je l'ai pas, en fait, le regard de l'autre, donc c'est le regard de l'autre, si j'ai pas le regard de l'autre, ça va nourrir une angoisse en moi. Ça, au niveau cognitif, ça a un impact. Vous avez le niveau affectif, c'est-à-dire si l'autre n'est pas présent pour me réassurer dans tous mes comportements à chaque instant, là, je vais commencer à m'effondrer. Et je peux pas prendre de décision tout seul, de toute façon. En fait, c'est comme combler un vide. Ouais. La dépendance affective, c'est totalement combler un vide. Et le dernier niveau, c'est comportemental. Dès que je dois faire quelque chose, j'ai besoin que l'autre soit là pour me dire c'est bien, pour me dire c'est bien, c'est mal, etc. Ça, c'est les 4 grandes variables. Donc motivationnel,
cognitive, affective et enfin comportementale. Si déjà vous cochez toutes ces cases, il y a différents critères, hein, mais où vous cochez toutes ces cases, ou au moins 3 d'entre elles, et ça vous impacte au point où des fois vous pouvez ressentir une angoisse, un vide, sans la présence de l'autre, là déjà vous êtes bien dans une dépendance affective. Maintenant, vous n'avez peut-être pas un trouble pathologique de la personnalité dépendante affective. Et c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est le niveau. C'est-à-dire, un trouble de la personnalité dépendante affective, elle va avoir des niveaux absurdes quand on est une personne extérieure. Je vous prends quelques exemples de patients que j'ai pu avoir. Alors, par souci de confidentialité, je vous donnerai jamais les noms. Je peux aussi modifier des informations comme l'âge, le sexe, etc. C'est logique. Je peux pas exposer mes patients, mais je vais quand même prendre une partie de leur histoire pour pouvoir nourrir mon propos. J'ai par exemple des personnes qui sont capables de, en 48 heures, de tomber amoureuses, de dire que cette personne-là va changer leur vie et que de toute façon elle est essentielle à leur vie. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et une fois que, on va dire, finalement ça aboutit à un trop-plein soit de l'autre personne, il y a des situations de violence aussi pour cette personne, hein. Elle retombe toujours dans un schéma le même. C'est-à-dire, la personne au début est merveilleuse, au bout d'un moment elle en a marre, à la fin elle est violente et elle finit limite. C'est elle qui abandonne l'autre, mais l'autre était proche de l'abandonner. Elle l'abandonne pour pas être abandonnée. Et elle rejoue perpétuellement ce schéma-là, à l'absurde, hein. Mais quand tu dis qu'elle tombe amoureuse en 48 heures, c'est une sorte d'instabilité émotionnelle, parce qu'elle a, comment dire, elle a glorifié l'autre, elle l'a mis sur un piédestal, et puis finalement elle est déçue parce qu'elle se rend compte que la réalité c'est pas ça. Et puis, comme tu dis, donc à la fin, elle abandonne avant d'être elle-même abandonnée, par peur de l'abandon. Alors, en fait, il y a une inversion conceptuelle qui se fait chez les dépendants affectifs. C'est-à-dire que l'amour va passer par le sexe. Mhm. Le sexe, ça va être la soumission. Et vous avez par exemple l'affection. L'affection, ou même les sentiments amoureux peuvent être... en fait, la personne les confond avec la peur. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grosse confusion au niveau de ce qu'elle peut ressentir, ce qu'on peut lui faire et la manière dont elle peut l'interpréter. D'accord. Si on rentre dans le détail des dépendants affectifs, ça peut jouer à plusieurs niveaux pour bien comprendre et remonter la chaîne historique. C'est-à-dire que pour nous, quand vous entendez ça, vous vous dites « non mais c'est pas possible, je m'en rendrai compte, etc. » Ça peut s'être joué dans l'enfance, c'est-à-dire ça peut être des situations d'attachement qui ont eu lieu, soit de parents qui étaient beaucoup trop protecteurs, des parents qui ont enlevé tous les dangers à leur enfant, etc., qui l'ont surprotégé, l'ont mis... Ça peut créer chez l'enfant un déséquilibre, ou des parents maltraitants, voire violents. Et ça, c'est ce qu'on appelle le type d'attachement insécure. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Totalement. C'est le type d'attachement. C'est-à-dire que là, le type d'attachement, pour l'enfant, a été dysfonctionnel, et donc du coup, il va chercher à toujours rejouer ce schéma-là. Quand vous avez eu votre première figure d'attachement, par exemple, où vous avez peur d'être abandonné, chez l'enfant, très tôt, ça peut créer une peur infantile. Tout va pas reposer que chez l'enfance. On est d'accord. Après, ça peut être aussi un traumatisme qu'on va vivre plus tard dans notre vie par une rupture, une situation de trahison, enfin en tout cas qu'on a vécu comme une trahison. Totalement. C'est-à-dire que, et même, alors ça peut être des très très grands événements très traumatiques, hein, le harcèlement sexuel, le viol, une violence extrême, même du point de vue affectif ou du point de vue, voilà, ça peut aller jusque dans des dérives assez catastrophiques, mais ça peut être aussi juste vécu comme un traumatisme d'abandon par la personne. C'est-à-dire, je prends une situation simple que j'ai déjà connue, une famille recomposée très jeune pour la personne, il y avait du coup le beau-père, et la mère. Et un jour, la mère se sépare. Le beau-père n'a aucun droit sur l'enfant. Donc du coup, l'enfant a juste vu partir ce qui était pour lui son père. Voilà. Il s'est senti totalement abandonné. Et en même temps, la mère lui disait que c'était normal, que ça se passait comme ça, etc. Et donc l'enfant a vraiment vécu une incompréhension qui a perduré. Après, là, on parle d'enfance, mais oui, ça peut jouer un peu plus tard, au niveau affectif, au niveau émotionnel. Et on va tous, je dis bien tous, à des moments être plus dépendants affectivement. Quand on souffre,
quand on a des grands événements de vie, ça peut être un décès, des changements ou un certain Quand on niveau est de plus stress. vulnérable en fait. C'est ça. On est plus apte à être dépendant affectif. Alors, dépendant affectif, j'ai commencé par la notion étymologique, se pendre, mais en fait, c'est pas une notion péjorative. C'est-à-dire, c'est aussi nouer du lien. Il y a les deux facettes. Pour nous, c'est très négatif, la dépendance affective, parce que on vit dans des sociétés finalement qui sont très individualistes en Occident. Dans des sociétés comme le Japon ou l'Inde, où là, du coup, c'est plus, on va dire, alors j'ai plus le terme exact, mais socio-centré. C'est-à-dire la société et le groupe est avant Passe au-dessus de l'individu. l'individu, ouais. Exact. Là, la notion de dépendance est bien mieux acceptée. Donc, une personne qui va être plus dépendante, c'est pas forcément un problème. Et c'est pas vécu comme tel. Nous, par contre, on a une tendance à l'hyper-individualisation. Si tu n'es pas indépendant, c'est mal. Là, on vient d'avoir un film qui voilà, fait des millions d'entrées. Sur justement, parce qu'on accepte bien mieux dans nos sociétés la dépendance féminine, occidentale, hein, je parle, la dépendance féminine, enfin en tout cas certains seuils, que la dépendance masculine. Un individu homme doit plus facilement être indépendant qu'une femme. Là, on a par exemple un film, je pense au film Barbie qui vient de sortir, qui est un renversement en fait de ces codes. La femme doit aussi être indépendante que l'homme. Ça, on fait reposer beaucoup de choses sur l'individu. Et la dépendance affective, c'est comme si on fermait une porte à l'individu. Il y a des dépendances affectives qui sont, comment dire, pas néfastes pour l'individu. À certains moments, être dépendant affectif, ça permet aussi de se construire par rapport à l'autre. Si jamais vous cherchez là où ça s'arrête la limite, c'est s'il y a quelque chose que vous pouviez faire en parfaite autonomie, mais vous avez eu besoin de l'autre pour pouvoir vous reposer sur lui, et que vous en ressentez une gêne, là, potentiellement, la dépendance affective voilà, est en train de vous faire un peu plus souffrir que ce que vous n'auriez dû. Par contre, si vous avez plaisir de le faire avec l'autre, alors même que vous auriez pu le faire tout seul, bon, c'est quand même autre chose. Le positionnement, il est différent. Donc, voilà, c'est quelque chose à manier avec précaution quand même, la dépendance affective. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. J'ai beaucoup de patients qui me disent, voilà, moi j'ai eu un pervers narcissique, où je suis dépendant affective. On me balance souvent des grands termes, hein. C'est pour ça, je suppose que ça a dû un peu intéresser la communauté. C'est parce que c'est quand même une terminologie aujourd'hui qui est beaucoup utilisée. Il y a eu un parallèle il y a quelques années, et ça continue toujours, on est toujours en train de l'étudier, entre la dépendance affective et la dépendance aux drogues. On s'est rendu compte qu'au niveau cérébral, parce qu'en fait les traumatismes engendrés pendant l'enfance ou pendant les périodes les périodes de vie peuvent avoir un impact sur le cerveau. Les constitutions neuronales, etc. Tout ce qui se joue au niveau... Le cerveau est un outil très complexe. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les mêmes circuits s'activaient pour la dépendance aux drogues que pour la dépendance affective. Mais ce que j'allais dire, une fois qu'on est tombé dedans, c'est vraiment comme une drogue et c'est extrêmement dur, je trouve, de s'en extirper. Bah, vous avez des comportements obsessionnels. Vous essayez toujours la même chose en espérant un résultat différent. Et vous prenez pas en compte les conséquences négatives de ce comportement. Et vous tournez en boucle, l'obsession, etc. Donc oui, ça ressemble beaucoup aux drogues. Au niveau cérébral, pareil. Voilà, on se repose sur l'autre pour pouvoir faire quelque chose, et on a besoin de lui pour pouvoir faire cette chose. Il y a un circuit aussi de valorisation qui est mis en place, et en même temps, on arrive à une dépendance. On n'arrive plus à en sortir. Maintenant, c'est très bien au niveau de la pensée, ce rapprochement. Ça nous aide à ouvrir de nouveaux pans pour pouvoir étudier la dépendance affective, comme ce qu'on a fait avec les substances. Maintenant, on ne peut pas tout résumer à ça. C'est-à-dire que c'est quand même différent. Une substance, voilà, c'est quelque chose qu'on s'injecte dans l'organisme. Une dépendance affective, même si ça a un impact sur le cerveau, on ne va pas l'incorporer de l'extérieur. C'est d'abord quelque chose qu'on doit moduler en interne. Ouais. Et puis oui, un autre signe de la dépendance affective, ça va être d'être trop exigeant dans sa relation. Il va y avoir de la jalousie, de la possessivité excessive. Le fait d'accepter donc l'inacceptable, on parlait tout à l'heure de violence physique ou psychologique. On va se contenter de miettes d'attention par peur de perdre l'autre, la peur de l'abandon. Et comment on peut expliquer qu'on tombe en dépendance affective ? C'est quoi les causes de la dépendance affective ?
Donc on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi de manque d'estime de soi, de carence affective? Alors, évidemment, le terreau favorable pour que ça puisse se développer, c'est un manque d'estime de soi, ça c'est clair. Une crainte exagérée de la solitude, c'est-à-dire je ne veux pas être tout seul. Mm. Ça revient, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc du coup, à partir du moment où on a ces traits de personnalité-là, et surtout si en plus on a un passif de vie sentimentale, on va dire complexe et voire traumatique, là, avec ces trois éléments, vous avez le bon terreau pour pouvoir développer une dépendance affective. Mm. Pas forcément tout de suite tomber dans la pathologie hein, de la personnalité, etc. Non, non, là vous avez juste le bon terreau pour pouvoir vous accrocher à une relation qui ne sera pas favorable. Il y a certains individus qui sont capables de repérer ce genre de choses et qui sautent sur les occasions quand elles trouvent des personnes qui ont ces caractéristiques-là. Mais ce qui est dingue, tu vois, enfin, pardon de te couper, mais c'est que le dépendant affectif va être attiré par justement tout le contraire, c'est-à-dire quelqu'un d'émotionnellement froid et qui va rien donner, quoi. Alors, et tu vois, c'est un peu paradoxal. Comment on peut être attiré par quelqu'un qui est complètement froid Oh, c'est pas forcément quelqu'un qui est froid, chacun a ses petits tips hein, pour pouvoir trouver vraiment son némésis un petit peu qui va faire souffrir. Mais encore une fois, dans la première interview, on parlait de choses en soi à réparer. euh, Là, c'est quelque chose en soi qu'on essaie de réparer par la relation à l'autre. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose de brisé en soi qu'on essaie de réparer par la relation à l'autre. Et donc, du coup, on choisit quelque chose qui va se briser. Maintenant, le choix de la personne, s'il est important, il faut savoir qu'il y a toujours des caractéristiques chez les dépendants affectifs, c'est que ça commence pas tout de suite à un haut niveau. C'est-à-dire vous n'allez pas arriver toute la gamme de symptomatologie que tu as citée, on va pas arriver à toute cette gamme-là, et surtout on pourra pas la catégoriser d'aussi forte avant un petit moment. C'est-à-dire que ça va se mettre en place de façon tranquille. Ça va prendre des semaines, voire des mois, et au début, la personne va être aux anges. C'est un dépendant affectif, dans les premiers temps de la relation, il est ravi. Et la personne en face, en général, elle est contente aussi. Donc au début, ça se passe super bien. Et puis au bout d'un moment, ça décline. C'est-à-dire qu'il y en a une qui devient parfaitement sous la coupe, en soumission de la seconde. Mais il faut savoir que c'est une alchimie. Ça s'est pas passé parce que... Et certes, ça peut se passer parce qu'il y a un des éléments qui souffre d'une pathologie ou parce qu'il y a un des éléments qui a un bourreau. Mais c'est pas la plus grande part de ce qu'on va trouver dans le relationnel. À un moment, l'individu va trouver une personne et avec cette personne, ils vont rejouer quelque chose ensemble. J'ai même pas dit que c'était le bourreau ou la victime. C'est juste... C'est inconscient. Ouais, ce jeu. il y a beaucoup d'inconscients. Bah, de toute façon, dans toutes les relations, il y a énormément vrai. d'inconscients. Si vous pensez à votre relation et que vous avez déjà fait un tour chez le psy, ou même que vous avez déjà regardé une série de psy, ou même que vous avez déjà eu des réflexions un petit peu sur «Oh tiens, c'est marrant ça, ce trait de caractère-là, il me rappelle un peu mon père, ou un peu ma mère, ou ce genre de choses». Oui, il y a énormément de choses qui se jouent au niveau inconscient. On choisit son partenaire. Alors, on est vraiment sur le côté affectif de la relation entre deux individus, mais on choisit son partenaire sur aussi une grande gamme de variables, et la plupart, on les a pas toutes sous le nez. Donc oui, il y a des choses au niveau inconscient qu'on va rejouer. Ça, c'est clair et net. Ouais. Et puis, enfin, oui, donc, encore une fois, il y a le comportement aussi de l'autre qui va pouvoir faciliter l'entrée en dépendance affective. C'est-à-dire que c'est les comportements type manipulateur / instable qui fait que on va tout le temps être dans une situation de chaud et de froid, et ce qui fait que la personne dépendante affective, eh ben, on va être tout le temps dans l'attente, dans l'espoir, et le cerveau, on sait qu'il ne fait pas de différence entre réalité et imaginaire, donc, et puis on n'a pas attendu tout ce temps pour lâcher maintenant, donc on est constamment insatisfait en fait dans sa relation, et c'est là que je trouve qu'on tombe comme dans une drogue en fait. Oui. Maintenant, on prend toujours la pauvre victime qui tombe sur la vilaine personne. Mais elle se victimise aussi beaucoup. Tout tu à vois, fait. Et en plus, elle choisit ses partenaires. Donc, je ne fais pas reposer toute la responsabilité de ce qui se passe sur le seul individu. Mais quand on essaie, et j'ai vraiment des patients qui font ça, quand on rejoue en une année 3, 5 ou 10 relations qui finissent toujours au même point, de la même façon,
Euh, Là, Se poser des questions. oui, c'est ça. Mm. C'est Orelsan, je crois, qui disait quand on se retrouve seul avec ses problèmes, au bout d'un moment, c'est soi le problème. Mm. Mais là, voilà, moi, c'est vraiment des situations que j'ai. C'est-à-dire, il y a des personnalités qui sont dépendantes affectives, au niveau pathologique, qui arrivent dans mon cabinet, et elles ne comprennent vraiment pas pourquoi est-ce que ce genre de situation se rejoue, alors qu'elles mettent tout en place pour pouvoir le jouer. J'ai une personne qui a pris un billet d'avion pour aller voir une personne avec qui elle chattait depuis 2 semaines dans une région où elle ne connaissait personne. Donc elle est en isolement géographique, isolement économique, isolement social, et coche déjà pas mal de critères. Ensuite, elle a un vécu sentimental qui est complexe. Elle connaît cette personne depuis 2 semaines. Enfin, il y a un niveau d'alarme quand même qui se met en place chez n'importe quel individu. On se dirait, bon, là, peut-être pas le bon mouvement, quoi. Chez elle, non, elle va le faire. Donc il y a, voilà. Ouais, de toute façon, je peux travailler qu'avec la personne qui passe ma porte. Des fois, c'est les bourreaux, des fois, c'est les victimes, mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui s'est joué, ouais. Et alors, à contrario, si on est victime, entre guillemets, d'un dépendant affectif, comme un conjoint possessif, une mère trop envahissante, une amie sensu ou un frère qui va mal, comment on peut faire pour s'en protéger, pour protéger notre santé mentale? Oh, bah, jetez-le par la fenêtre. Ah non. Non, Bien fait, alors, imaginons que, par exemple, vous ayez affaire à une personnalité, voilà, qui se repose entièrement sur vous. Vous le sentez, ça vous pèse. À partir du moment où vous allez essayer de sortir de la situation, il va essayer de vous y remettre, de toutes les façons possibles, hein. Parce que c'est même culpabilisant, tu vois. Enfin, Bien sûr. parce qu'il y a forcément un lien affectif, on aime la personne, mais c'est angoissant, c'est étouffant. Donc, comment dire, laisse-moi de l'espace, mais tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais si on part sur les techniques, il va y en avoir plein qui vont être utilisées, hein. Et ça va du choquant au parfaitement crade, hein. Moi, j'en ai qui... voilà, j'ai des gens qui sont capables d'aller jusqu'au chantage affectif, chantage au suicide. J'ai des gens qui sont capables de faire des crises de colère énormissimes. Voilà, de littéralement péter des câbles pour pouvoir ramener la personne Mais il faut alors qu'elles sont en situation de soumission, hein. Il leur faut leur personne. C'est ça Bah aussi oui. un dépendant affectif, hein. C'est, quand je disais obsessionnel, c'est pas pour rien, hein. C'est qu'à des moments, si elle n'a pas décidé elle-même de clôturer la relation et qu'elle a décidé de continuer à jouer, elle continue à jouer. Et parfois, il y en a qui n'ont pas de limite. Et donc, Maintenant, faut couper avec ces personnes. Enfin, bah, alors, moi je prêche un peu ma paroisse, hein, mais déjà, un professionnel de santé, c'est pas là pour rien. Maintenant, c'est que la personne qui en ressent le besoin qui peut passer la porte. Vous pouvez pas kidnapper un dépendant affectif et le balancer dans le bureau du premier psy venu en clôturant la porte et en le balançant les 60 balles sur la table. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si à un moment le dépendant affectif s'accroche à vous, c'est vous qui devez passer la porte d'un psychologue. On va essayer de trouver des stratégies pour pouvoir que vous puissiez vous en détacher, voir ce qui se joue, comment ça se joue, essayer de briser le jeu en fait. Maintenant, oui, à un moment, ça va piquer. Là, je peux pas dire le contraire, hein. Si le dépendant affectif, par exemple, il fait du chantage émotionnel, c'est-à-dire si tu me quittes, je serai détruit à jamais et je pourrai plus jamais aimer quelqu'un, bon bah, il va quand même falloir pouvoir le quitter en assumant que cette menace existe. Cette menace existe, pas la probabilité qu'elle se réalise, hein. ouais. La menace qu'il a mis en œuvre, elle a été dite, elle a été conscientisée, et vous allez passer outre en espérant pour vous qu'il va se passer le meilleur et pour la personne qui se passe le meilleur. Mais vous pouvez pas sauver quelqu'un qui a pas envie d'être sauvé. Imaginez un type qui se balance à la flotte d'un bateau, vous lui balancez une bouée, il la vire. Bon, vous êtes un peu sympa, vous allez en chercher une deuxième, vous lui balancez. Il la vire, il dit rejoins-moi à la flotte. Bon, vous êtes très sympa, vous sautez à la flotte et vous essayez de le dégager. Et en plus, le type, quand vous essayez de le ramener au bateau, vous met des coups à droite, à gauche, etc. et veut absolument rester à l'endroit où il est. Il y a un moment où soit vous allez rester avec lui et vous noyer, soit vous allez regagner le bateau. Et c'est à lui aussi d'apprendre à nager. Quand on creuse un trou, qu'on se met dedans, qu'on rebouche et qu'on appelle au secours, non, puis c'est extrêmement énergivore aussi. Et puis petit à petit, la personne, elle va être au final, épuisée, elle t'entraîne dans son désarroi, quoi. Ah oui, oui.
Dans le savoir meilleur, dans le poser les meilleur limites, des en fait. cas, en s'occupant d'un dépendant affectif, vous allez finir par un épuisement. Ouais. Dans le pire des cas, le dépendant affectif va réussir à vous positionner dans la situation où vous allez devenir le bourreau. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, on a tellement envie que la personne se bouge que du coup, on va commencer à être violent. On devrait pas. Ou à culpabiliser. Ah, tu m'appelles pas Ouais. assez, tu viens jamais me voir. Non, mais t'as qu'à te bouger le cul. C'est violent quand même, se bouger le cul Ouais, puis dans la une terminologie relation. aussi. Un peu, Ouais, la terminologie. Je parle pas que de violence physique, hein. Je parle de violence verbale, ouais. je parle de violence émotionnelle. Voilà, il y a un moment où on atteint un point de rupture chez l'individu. Ouais, c'est vrai. Et bon, chacun a ses limites. Personne, enfin, je suis pas pro-violence, etc. Mais je suis conscient qu'en plaçant dans un individu dans un environnement où il est soumis à un fort stress, il est épuisé et au bout d'un moment, il a des décisions à prendre très rapidement, il va forcément à un moment faire de la merde. Alors, si tu aurais des conseils à nous donner justement pour s'en libérer, si on est soi-même dépendant affectif, comment on comble ces trous qui font cette passoire en nous? Alors, le dépendant affectif cherche en l'autre quelque chose qui est en lui. Donc, à un moment, il va falloir changer le côté où on regarde pour regarder en soi. C'est-à-dire que C'est-à-dire que l'autre ne fait qu'exacerber ce qu'on a déjà en nous, c'est ça? on cherche en fait de la confiance en nous-mêmes ou de l'estime en nous-mêmes chez l'autre. Voilà, ok. Dis-moi que ce que je fais est bien. Dis-le-moi, sinon je peux pas avancer sans toi. Non, mais est-ce que ce que je fais est bien là? Vraiment? Enfin, je me pose la question. Ouais, on essaie de se combler par l'autre, en fait, l'autre devient voilà. vital. Non, On est accro. Oui, on est accro. Et puis à un moment, je suis désolé, quand on a l'expérience de quelque chose ou même pas, enfin, évaluer un résultat d'une action qu'on est en train d'entreprendre, je prends la cuisine, vous êtes en train de couper des tomates, vous voulez savoir si les rondelles sont bien faites, regardez, en fait. Vous n'avez pas besoin d'un cuisinier expert derrière vous. Philippe Etchebest va pas débarquer dans la pièce pour vous dire si les tomates sont bien. Non, apprenez. Et puis se montrer hyper vulnérable, parce que l'autre, il peut nous dire n'importe quoi, on va le croire, et même... Ah oui. Ouais. Bien sûr, ils se mettent en situation de vulnérabilité. On en devient le pantin de l'autre. Oui. Alors c'est un jeu à double entrée. Hein. C'est-à-dire que on devient le pantin de l'autre parce qu'il s'est passé certaines choses dans notre vie. Mais par contre, prendre conscience qu'on est un pantin, c'est déjà enlever les fils aux marionnettistes. Ouais. Si demain je prends conscience qu'on me fait danser, il y a un moment où je vais peut-être arrêter et faire autre chose. Réagir, ouais. Donc si vous êtes dépendant affectif, la première chose, oui, c'est d'en prendre conscience. Comment déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est qu'a priori vous êtes sur la bonne voie. Si jamais ça vous fait tiquer, je vous conseille de passer par un professionnel pour pouvoir au moins poser des questions, etc., vous renseigner. Allez sur internet, mauvais bail. Honnêtement, à chaque fois que je lis le DSM, et c'est même à titre professionnel, hein, c'est-à-dire DSM, c'est on va dire le registre de toutes les pathologies mentales qui existent, qui sont catégorisées avec les différents symptômes. Okay. Voilà, c'est le bouquin de référence qu'on édite d'année en année pour pouvoir avoir une base commune de réflexion. À chaque fois que je lis le DSM, j'ai l'impression de me retrouver dans toutes les pathologies. Je sais, c'est un peu comme lire son horoscope et dire « Ah ouais, ça me ressemble un peu, ça. » Donc même pour un psychologue qui est habilité à travailler avec la maladie mentale, vraiment, au bout d'un moment, on entre en réflexion en lisant la différente symptomatologie. C'est un petit effet cognitif qu'on a tous, un effet réflexif. Donc n'allez pas sur internet, regardez les critères. Regardez une vidéo plutôt YouTube, il y en a des très bien faites, et si jamais ça vous fait tiquer, vous prenez le temps de réfléchir à votre relation. Si elle entraîne de la souffrance pour vous-même ou pour l'autre, c'est peut-être le bon moment pour aller passer la porte d'un professionnel ou au moins en discuter avec un proche. Parce qu'il y a des niveaux de violence ou des niveaux d'acceptabilité c'est des seuils. Si vous êtes battu, si vous êtes pas consentant à certains moments pour certaines choses, si on vous force à faire certaines choses, ou même si vous en avez pas envie et que vous les faites quand même, voilà. Prenez le retour d'un proche, prenez le retour d'un professionnel, commencez à vous exprimer. La verbalisation ouvre la pensée. Ouais. Donc alors comme tu dis, d'abord conscientiser ce manque affectif, et puis par l'effet boomerang, essayer de comprendre ce qu'on va chercher chez l'autre pour se l'apporter soi-même. Est-ce que c'est de la tendresse, de l'attention, de la confiance en soi qu'on va chercher chez l'autre? Et puis essayer du coup d'y travailler pour
éviter justement de tomber dans cette dépendance affective? Alors, je vais répondre par les thérapies qu'on utilise pour pouvoir gérer ce genre de problème. En général, les thérapies qui visent à faire reprendre confiance en soi, chez un dépendant affectif, ça va faire que nourrir une nouvelle relation dépendante affective. Bah ouais. Le psy oui, peut aussi c'est prendre vrai. la place du Ouais, bourreau, c'est vrai. pourquoi pas. Et j'adore garder les patients le plus longtemps possible, surtout quand ils payent, mais j'avoue que c'est quand même pas le projet. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est quand même les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire les TCC, où on met un plan d'action avec le psychologue sur un nombre de séances définies à l'avance et on essaie d'avancer étape par étape. C'est très codifié, c'est très formel comme relation. C'est vraiment limite une relation par objectif. Ça marche très bien avec les dépendants affectifs. Ça leur permet au bout d'un moment de se dire, voilà, là j'ai tel et tel et tel objectif. À ce moment-là, il faut que je m'écoute. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que voilà, tatati tatata. Voir. En fait, ça leur permet de reprendre des moments, d'émerger de cette relation finalement où ils basaient tout chez l'autre, pour eux-mêmes. Et la deuxième chose, si jamais le patient a une capacité encore réflexive et d'inside, c'est-à-dire d'analyser ses propres processus et les propres processus qui se jouent à travers elle dans la relation à l'autre, là on peut passer vraiment sur une thérapie réflexive. Où là du coup on va prendre le temps, on va discuter, on va analyser, on va décortiquer, on va découper. Voilà. Très bien. 2 types de thérapies qui fonctionnent. Il y en a certaines qui ne fonctionnent pas, par exemple. On peut prendre rendez-vous avec toi? Comment ça se passe? Faut passer... Ah oui, complexe. Oui, je vais plus travailler très longtemps pour la mission locale. Donc, du coup, je vais travailler pour l'école de la deuxième chance, qui est aussi une très belle structure, à partir de septembre. Très bien. Et je reviens, parce que... Juste rapidement, hein, mais pour vous dire à quel point ça peut avoir un impact. Les dépendants affectifs, il y a deux grandes problématiques qui vont se poser. La problématique physique, c'est-à-dire qu'on a fait des études longitudinales. Donc, c'est pas on a deux manières de faire des études. Soit on prend une photo à un instant T d'une population très nombreuse, et ça c'est une étude transversale. Soit on prend un plus petit groupe, mais du coup on les suit sur plusieurs années. Ça, c'est une étude longitudinale. Donc, on a pris des dépendants affectifs, on les a suivis sur plusieurs années avec une population dite classique et on compare les deux pour savoir s'il y a des résultats, etc. La population qui est dépendante affective a plus tendance à tomber dans la dépression et la bipolarité. Voilà, ça, c'est les 2 problématiques qui peuvent émerger en plus avec un trouble de la personnalité dépendante affective. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait plus de cancers qui apparaissaient, plus de problèmes notamment au niveau cardiaque et au niveau gastrique. Donc ça a un impact sur la santé, c'est-à-dire tout faire reposer à l'autre, se dégager d'une partie de tout ce qu'on vit, du point de vue motivation, du point de vue comportement, du point de vue affectif, etc., à l'autre, et passer par l'autre pour avoir ce retour-là, ça a un impact physique, ça a un impact psychologique. De toute façon, tout est lié, hein, le mental et le physique. Eh bah oui, mais on s'en aperçoit à chaque fois qu'on fait une étude. C'est ça. Alors, on arrive à la dernière partie de cette interview, donc des questions perso que je trouve intéressantes pour en savoir plus sur mon invité. Et on va commencer par une question à laquelle tu n'avais pas la réponse la fois dernière. En tout cas, tu ne t'en rappelais plus. C'est donc le livre qui t'a particulièrement marqué ou inspiré, qui t'a fait réfléchir. Alors, c'est pas un livre, c'est une conférence de Serge Marquis. On est foutu, on pense trop. Alors Serge Marquis, c'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est un petit bonhomme qui est canadien. Bon, je le taquine un peu, mais il m'en voudra pas. Il est très bienveillant. Honnêtement, c'est une des personnes les plus bienveillantes que j'ai pu rencontrer. Et j'ai trouvé son approche délicieuse, puisqu'en fait, il analyse ce qui se joue. Il prend un exemple à un moment, comme ça je vais vous donner un petit aperçu, un petit teasing de la conférence. Il prend un moment un petit groupe de ses amis avec qui il faisait un cours d'œnologie, et lui il goûtait du vin qui était extraordinaire, mais il n'avait pas le vocabulaire pour pouvoir le dire. Et ses amis étaient là, oh c'est délectable, en citant tout un vocabulaire très précis de l'analyse du vin, etc. Et en fait il les a regardés, il s'est aperçu d'une chose, il ne profitait pas de l'instant présent. Voilà, donc toute sa conférence vise à justement parfois décrocher ces mécanismes qui tournent en boucle, et il prend d'ailleurs l'image d'un petit hamster qui tourne dans sa roue dans notre tête, qui nous occupe toutes nos pensées, pour justement ressentir l'instant présent, pouvoir se raccrocher à l'instant présent et vivre l'instant présent. Pleinement l'instant présent. Ouais.
On est foutu, on pense trop, de Serge Marquis. Vous le trouverez sur le site de l'Université de Nantes. Ok, bah bon, je mettrai dans les notes Oui, le lien. de très cette belle conférence. Il y en a deux, je te donnerai les refs. Ok, super. Ouais, je suis ravi. Une autre question, est-ce que tu as vécu dans ta vie perso ou pro, pardon, un grand échec, celui qui t'a le plus marqué, si je peux dire, donc ton plus bel échec? Est-ce que tu peux nous partager les enseignements qu'il t'a appris? Mon plus bel échec. Putain, t'as toujours de ces questions. J'ai pas forcément envie de citer. C'est compliqué parce que j'ai pas forcément envie de citer du professionnel, mais j'ai pas trop non plus envie de rentrer dans ma vie perso. Va falloir choisir. Non, comme Ou tout le un monde. exemple, Non, enfin, non. ouais. Pour remettre un peu d'humain dans le contexte, un psychologue n'échappe pas à la souffrance et aux relations et à la difficulté d'être un être humain au quotidien. Donc comme tout le monde, j'ai eu des peines de cœur qui ont été immenses. Et je trouve que les avoir eus, c'est une chance. C'est-à-dire que sur le moment, j'aurais tué celui qui m'avait dit ça. Mm. Concrètement, t'arrives et tu me dis, t'inquiète pas, ça va bien se Ça va passer. aller, ça va passer. Avec le temps, tu verras, c'est une chance et tout. Je pense que je serais rentré dedans, en fait. Mm. Mais honnêtement, non. Ça m'a appris beaucoup sur l'être humain. Notamment, et ça a peut-être parlé un petit peu aux dépendants affectifs, surtout à notre conception qu'on a de l'amour. L'amour, je vais prendre un truc tout bête. Chez les Chinois, par exemple, le mot amour, il est utilisé que pour la mère et l'enfant. Quand on dit d'un mari de sa femme qui l'aime, pour nous, en fait, les Chinois utilisent un autre mot, c'est affection. C'est-à-dire que le D'accord. terme n'est pas comparable. Je trouve que c'est plus juste que ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on pense à un espèce d'amour qui serait inconditionnel Mm. dans nos versions occidentales. Le prince charmant qui sera avec nous jusqu'à la fin de notre vie, ou la princesse qui nous aimera jusqu'à la... Bon, pour moi, ça m'a appris quand même que l'amour était conditionné. C'est-à-dire que si je fais n'importe quoi, l'autre est en droit de me quitter. Et si l'autre fait n'importe quoi, je suis en droit de le quitter. Voilà, je pense qu'il y a une très bonne protection à la dépendance affective. C'est-à-dire, chaque jour, je dois donner le meilleur si j'ai envie que cette relation Regarder la fonctionne. personne, ouais. Et si à un moment, je reçois que du négatif, je peux aussi arrêter cette relation. Mm. C'est conditionné. Mais Alors, c'est compliqué, je trouve, tu vois, quand on est dépendant affectif, parce que une fois qu'on a des sentiments, qu'on est même amoureux, le fait c'est qu'on accepte l'inacceptable, tu vois. Donc c'est dur, je trouve, de se dire, ok, je sais que c'est mauvais, mais j'arrive pas à quitter cette personne parce que. Oh, mais je parle pas à mes patients, hein. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment dans la pathologie personnalité, trouble dépendant affectif, eux, ils entendront jamais ça. Et même s'ils l'entendent, ils hocheront la tête et ils l'auront oublié d'ici 10 minutes. Non, je parle vraiment... En fait, on a tous ce trait-là, d'être dépendant affectif. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. À un moment, dans une relation, on y tient tellement, on a fait tellement d'efforts, Ouais. on commence à se On a pas envie de reposer lâcher, beaucoup trop sur ouais. l'autre. Ouais. Mm. Et on arrive à des situations où finalement tout passe par l'autre. Et on Mm. s'en est même pas aperçu, on a glissé tranquillement. Mm. À un moment, un psy, c'est bien parce que ça fait le point sur ça. Une personne qui est un peu extérieure à la situation, un frère, une sœur, une personne qui vous connaît bien, qui vous a pas vu depuis longtemps, vous lui racontez comment ça se passe votre relation, il va peut-être un peu tiquer aussi. Mais il a le recul, quoi, que nous, on n'a pas forcément. C'est ça, et là le recul. Il y a encore 6 mois c'était merveilleux, mais là on est en train de devenir horrible, notre truc. On est en train de se faire du mal et de se bouffer. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à se rattacher au bon moment. Alors que ce qu'il faut regarder, c'est là, aujourd'hui, comment c'est la réalité. Après, oui. Alors, il y a l'effet inverse de la bascule, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une hyper facilité à pouvoir faire des rencontres. Ma relation me convient plus, vous inquiétez pas, je vais prendre Tinder, ce soir j'ai un date. Exactement. Donc, il y a aussi l'autre versant. L'autre versant est tout aussi problématique. Je pourrais conseiller qu'aux gens de pouvoir avoir un regard objectif, et pour ça, ça veut dire aussi prendre des interlocuteurs extérieurs pour pouvoir leur en discuter, des gens de confiance. Verbaliser une relation, avoir le retour de l'autre, ça permet de donner un point de vue. Et à un moment, si on entre dans la souffrance pour soi ou pour les autres, là c'est de la santé mentale. Comme quand vous toussez, vous allez chez le médecin, si vous souffrez de vous-même, vos relations, ce qui se passe en vous, etc., j'allais dire putain, allez chez le psy, mais ouais, je vais le dire, putain, allez chez le psy, vous allez avoir un gain de temps. Voilà. Et même si ça vous sert à rien, même si ça a été futile, on sait jamais.
Là, je trouve que ça permet de comprendre certaines choses sur soi, Mm. déjà, et puis sur les autres. Enfin, c'est comme une petite lumière, tu vois, qui t'éclaire sur Mm. la situation actuelle. Ouais, ouais, non, mais Ou passée, enfin. Voilà, ça peut être intéressant si vous en ressentez le besoin. Maintenant, si vous en avez absolument pas le besoin, faites pas chier, hein. Gardez vos sous. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de remboursement pour les 10 premières séances de psy. Ah oui, c'était pas un plan du gouvernement, ça Oui, oui, c'était un plan du Après gouvernement. le Covid, là. Bon, ça fonctionne moyennement, je vais pas développer mon avis ici, mais globalement, il y a des possibilités. Et après, il y a toujours des structures où c'est possible de rencontrer un psy. Bah, la mission locale en Bah, fait partie pour ouais, les bien jeunes. sûr. Il y a le 2C aujourd'hui où ça va être possible. Et voilà, il y a toujours un psy qui traîne pas très loin en général de la souffrance humaine. Alors, autre question. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Les tremblements de terre. Qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire Ouais. qu'est-ce qui me donne une vibration Oui, qu'est-ce qui te fait Alors, tu vois, bah, pétiller de bon, je crois que ça s'entend, mais j'adore mon métier. Alors là, l'être humain, je le trouve absolument fascinant. fascinant. Je vais dire fou, mais c'est Mm. mauvais terme pour un psychologue. Mauvais jeu de mots. Non, on est fascinant. On a des multiples facettes, des multiples ramifications. Et surtout, quand j'ai une personne qui passe la porte de mon cabinet, je sais jamais ce que ça va être. Et si je pense l'avoir déjà vu, en général, je suis surpris. Il y a toujours quelque chose. Donc, non, j'ai un vrai intérêt pour l'autre. Une fascination pour l'être humain, Ouais. qui est Donc, d'une complexité rare. qui est d'une complexité rare et parfois par contre c'est des mécaniques très simples. Alors ça j'ai été surpris aussi dans mon métier, c'est que des fois c'est hyper simple mais la personne ne le voit pas. Et en plus en psychologie si on lui dit ça va pas l'aider, donc du coup il va falloir qu'elle puisse trouver la solution par elle-même. Donc là on est un peu comme le petit poussé, on met des cailloux blancs, on essaie de remettre sur le chemin, etc. Enfin c'est sympa, Ok. j'adore mon boulot. Et après ce qui me fait vibrer à niveau perso, non, moi, j'ai des petites activités bien sympathiques, mais je conseillerais à tous en tout cas une activité très très sympathique au quotidien. D'ailleurs, je vais même en citer deux qui vont très bien ensemble. Le sport, ça aide énormément pour pouvoir gagner en estime de soi très facilement, pour pouvoir garder une santé physique et se prémunir de plein de mauvaises choses, autant sur le plan psychique que sur le plan physique. Et aussi la cuisine. Voilà, bien bouffer, euh, cuisiner et être content de ce qu'on fait, de ses réalisations, pouvoir le manger, pouvoir aussi partager des moments avec les autres, tous les réunir autour d'une table. C'est con, mais il y a encore 2000 ans, on faisait un feu, on se réunissait tous autour. Aujourd'hui, il vaut mieux faire un repas. Si on fout le feu au milieu de la pièce. Ah, une C'est moins cheminée, ça dangereux, marche on va bien. dire. Une cheminée, ça marche bien, je dis pas. Mais ouais. Aujourd'hui, un bon repas, vous rassemblez tout le monde et ça vous permet de passer un bon moment. Ouais, convivial. Tout à fait. Avant, dernière question, qu'est-ce que tu trouves beau? Alors quand je dis beau, ça peut être aussi bien au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que ça peut être une situation, une émotion, un paysage, une personne. Ce que je trouve beau. Euh, Alors, il y a... Ça arrive quelquefois et, quand je suis en consultation avec une personne que j'ai depuis un petit moment, il y a cet instant magique où du coup il y a quelque chose qui se débloque. Un peu comme une horloge qu'on essayait de C'est-à-dire que la régler. personne a un déclic C'est ça. et tu le ressens et Et tu le vois. ouais, ça agit pas toujours de cette façon-là, mais des fois oui, ça fait juste clic. Hmm. Alors là, j'avoue C'est que... un moment de grâce. Ah, c'est un moment incroyable. Alors là, j'adore assister à ça, en plus avoir participé au processus, puisque c'est un clic de la personne par la personne. Hein. C'est elle qui l'a fait, moi je l'ai accompagné dans le processus, mais alors être là et y assister, non, c'est vraiment génial. Et après, du point de vue beauté, ouais, j'adore de façon globale l'architecture vieillissante, etc. Mais je crois que j'apprécie encore plus les corps humains. On n'en dira pas plus. Non, toujours pareil, je m'arrête en général au moment où ça va complètement dériver. Derrière. On s'arrêtera là. Ou peut-être pour un prochain épisode, bref. Toujours pas. Et dernière question, est-ce que tu as un projet que tu aimerais réaliser plus tard? Là, ça peut être un voyage, projet perso. Alors, évidemment, les envies de voyage poussent, et je trouve ça très bien chez tout le monde.
de façon globale, je conseillerais de partir, de voyager, etc. Je réfléchis très très fort, hein. Non, honnêtement, un vrai projet de vie qui me plairait bien, euh, ce serait vraiment avoir une habitation, mais mobile. Genre, ça peut paraître un truc à la con, Une hein, mais tiny house? oui, soit une tiny house, soit un camping-car, soit un bateau, quelque Ok. chose de mobile où je peux entreposer Une vie toute de ma vie. vagabond. Ouais, pendant au moins une bonne année, D'accord. je pense que ça me titille. Ok. Alors j'aime beaucoup le sac à dos, hein, mais je pense que je l'ai trop fait. Et du coup Hmm. maintenant, j'avoue que avoir voilà cette possibilité d'aller à droite à gauche avec tout ce qu'on possède, Hmm. ça c'est vraiment un projet que j'aimerais bien. Parce que là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'accumule plein de trucs, etc. Et que ça va pas rentrer dans les 2 sacs à dos que j'ai. Donc non, pouvoir avoir cette liberté de me dire, et je pense que j'en ai besoin dans ma vie, euh, je peux faire ce que je veux quand j'en ai envie. C'est vraiment un truc qui, voilà. Ce serait une belle réalisation pour moi. Et dans quel coin du globe? Enfin, tu sais, tu Du aimerais faire blob, les grands espaces canadiens? les grands espaces canadiens m'attirent beaucoup. Après, j'avoue que ça doit être mon petit côté breton, slash les Vikings sont passés par chez Hmm. moi, mais un bateau, ce serait pas mal. Je trouve que, D'accord, ouais, carrément. ouais. Ça, c'est incroyable de partir en mer, de se retrouver Hmm. seul sur l'océan et de pouvoir se dire où est-ce que je vais. Hmm. Bah écoute, tu m'inviteras sur ton bateau? On verra. On verra. Si t'amènes ton propre gilet de sauvetage, si tu sais naviguer, te débrouiller. Après, je peux Je peux former, hein. apprendre, ouais. Mais voilà, il faudra que tu sois autonome sur le Très bateau. bien. Eh bien écoute, merci encore une fois Antoine pour tes enseignements, c'était Mes toujours hyper enseignements. J'ai intéressant. l'impression d'être maître Yoda. Vérifier mes Un oreilles petit après peu, hein, c'est l'interview. vrai. Et bah, je te dis à bientôt Mais pour à un nouvel bientôt. épisode. Mais oui, avec joie. Ciao. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ils ont osé.